Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, dessinant des motifs capricieux sur le vieux parquet en chêne, assise au bord du lit. Je triais mes affaires pour le voyage à venir. Depuis 4 ans, les enfants et moi partions au lac d'Annecy, passant une semaine dans un chalet en bois cosy avec vue sur l'eau, une tradition lancée du vivant de mon défunt mari, Louise, et que nous avions maintenue après sa mort. Quoi qu'il arrive, je pliai soigneusement mon vieux maillot de bain bleu quand mes doigts tombèrent sur un petit trou à l'ourlet, le même maillot que l'an dernier et l'année d'avant. Étienne me taquinait toujours sur mon côté économe. « Ah, maman, tu peux t'en offrir un neuf, disait-il, sans comprendre que ce n'était pas une question d'argent. Ce maillot, nous l'avions acheté avec Louis lors de notre dernier voyage à la côte, l'année avant sa mort. Sur la commode trônait une photo, nous 4, sur les rives du lac d'Annecy, il y a 5 ans, notre dernier voyage ensemble avec Louis. Ses yeux riaient, des rides se formaient au coin. Il avait un bras autour de mes épaules. Et nos enfants, Étienne et Sophie, se tenaient à mes côtés, adultes, avec leur famille. Les petits-enfants couraient quelque part en arrière-plan, flous dans leurs mouvements. J'avais l'impression qu'une éternité s'était écoulée depuis. J'ai soupiré et mis mes pilules pour la tension, ma crème pour les articulations et le livre que je comptais lire en vacances dans ma valise. J'aimais m'asseoir sur la véranda, contempler le lac et lire pendant que les jeunes s'éclaboussaient dans l'eau ou faisaient griller des saucisses. À 72 ans, je ne courais plus après les activités en plein air, mais j'adorais être entourée de ma famille. Regarder mes petits-enfants grandir. L'horloge du salon a sonné 3 coups, me rappelant que les enfants arriveraient bientôt. J'ai dressé la table, sorti du four le gratin dauphinois, le préféré d'Étienne, et laissé refroidir la tarte aux pommes que Sophie adorait. La table débordait de mecs, comme si c'était Noël plutôt qu'un simple dîner familial. La porte d'entrée a claqué à 16h30 précise. Étienne avait toujours été ponctuel. Il tenait ça de son père, grande. Les cheveux blonds clairsemés, des lunettes à fine monture, il avait l'allure d'un employé de bureau typique. Ce qu'il était, mon fils travaillait dans une compagnie d'assurance depuis 15 ans. « Salut, maman !» Il m'a embrassé rapidement sur la joue et s'est dirigé vers la table. « Je sens ton gratin. »« Oui, ton préféré. » Ah, et je souris. Tu sais que le médecin m'a dit d'éviter le gras. Il a tapoté son ventre, bien arrondi avec les années. Mais aujourd'hui, je fais une exception. Sa femme, Claire, une grande femme élancée au visage perpétuellement mécontent, est entrée après lui. Elle m'a fait un signe de tête sans ôter ses lunettes de soleil et s'est installée dans un fauteuil du salon, les yeux rivés sur son téléphone. « Où sont les enfants ?» ai-je demandé. « Avec la baby-sitter », a dit Claire, sans lever les yeux. Hugo avait un entraînement de foot et Camille était à l'anniversaire d'une amie. J'ai caché ma déception. Je voyais de moins en moins mes petits-enfants. Étienne et sa famille vivaient dans une ville voisine et ne venaient pas souvent, généralement pour affaires ou quand ils avaient besoin de quelque chose. 15 minutes plus tard, Sophie et son mari, Olivier, sont arrivés. Ma fille, contrairement à son frère, était petite, avec des cheveux bruns attachés en un chignon désordonné. À 35 ans, elle semblait fatiguée, éteinte, bien qu'elle ait été la plus énergique de la famille. Maman, désolée pour le retard. Elle m'a enlacé, les embouteillages, s'assied, ce n'est rien. Ma chérie, l'important, c'est que vous soyez là. Olivier, un homme imposant, avec une barbe broussailleuse et des tatouages dépassant des manches de son t-shirt, m'a fait un signe de tête et s'est dirigé vers Étienne. Ils se sont serrés la main et ont commencé à parler sport. Les petits enfants de Sophie, des jumeaux de 7 ans, Margot et Théo, n'étaient pas là non plus? Ils sont chez ma belle-mère, a expliqué Sophie, remarquant mon regard interrogateur. Théo a une sorte d'éruption. Rien de grave, mais on a préféré ne pas prendre de risques. J'ai posé le dernier plat sur la table, une salade d'avocat
et inviter tout le monde à s'asseoir. Étienne s'est jeté sur le gratin, et Claire a grimacé, repoussant son assiette. Désolée, Céleste, mais je suis au régime, juste de la salade, sans vinaigrette. J'ai posé des feuilles de laitue dans son assiette en silence. Claire ne m'appelait jamais maman ou belle-maman, seulement par mon prénom, avec cette intonation étrange, comme si elle prononçait le nom d'une maladie exotique. Alors, Étienne a mâché une bouchée de gratin. On voulait parler du voyage à Annecy. Je me suis redressée. Ah, oui, je faisais justement mes valises. On loue le même chalet cette année. Sophie et Étienne ont échangé un regard. Quelque chose dans cet échange rapide m'a noué l'estomac. Maman. Sophie a posé sa fourchette. On voulait discuter de ça. On a décidé de partir avec un groupe un peu différent cette année. Comment ça? J'ai tenté de garder ma voix calme. Tu vois. Étienne a essuyé sa bouche avec une serviette. Si, on a décidé d'inviter Guillaume et sa famille. Tu te souviens? Mon collègue. Il a 2 enfants du même âge que les nôtres. Je ne comprenais toujours pas où il voulait en venir. Donc, on a loué un chalet pour un certain nombre de personnes. Il n'y a pas autant de place qu'on voudrait. Maman, a ajouté Sophie. Ce qu'Étienne essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de place pour toi. Je me suis figée, ma fourchette en main. Un silence s'est installé, seulement troublé par le tic-tac de la vieille horloge murale. Vous ne m'emmenez pas cette année. On a pensé que tu t'ennuierais, a dit Étienne, évitant mon regard. Il y aura beaucoup d'enfants, du bruit, du chahut. L'an dernier, tu te plaignais de migraines. Et puis, tu serais mieux chez toi, a dit Sophie. À ton âge, voyager comme ça, c'est fatigant. À ton âge, ces mots m'ont coupé comme un couteau. Depuis quand me traitait-il comme une vieille femme impotente? J'avais encore de l'énergie. Je faisais de la gymnastique douce pour seniors 2 fois par semaine. Participais à un cercle de lecture à la médiathèque de Honfleur. Heidaïs a organisé des déjeuners caritatifs à l'église locale. Je comprends. J'ai pris une gorgée d'eau pour masquer le tremblement dans ma voix. Bien sûr, vous vous amuserez plus avec des gens de votre âge. Tu n'es pas fâchée. Sophie m'a regardée avec anxiété, mais il y avait du soulagement dans ses yeux. Non, pas du tout. Je trouverai de quoi m'occuper. Tant mieux. Étienne était visiblement soulagé que la conversation désagréable soit terminée. On part vendredi prochain. On sera de retour dans 1 semaine. La discussion a glissé sur d'autres sujets. Il parlait du travail, des enfants, des derniers films. Je souriais, hochais la tête. Mais quelque chose s'était brisé en moi. Ce n'était pas qu'on ne m'emmène pas en vacances. Après tout, j'aurais pu me reposer chez moi. C'était la facilité avec laquelle ils m'avaient écarté de leur plan, comme si j'étais un fardeau plutôt qu'un membre de la famille. Après le dessert, Étienne a regardé sa montre. On devrait y aller. Demain, on se lève tôt. Hugo a une compétition. Bien sûr, j'ai commencé à ramasser les assiettes. Vous voulez emporter de la tarte? Non, merci, a répondu Claire vivement. On surveille l'alimentation des enfants. On aurait dit que je leur proposais du poison. Pas une pâtisserie maison aux fruits frais. Sophie se préparait à partir aussi. On y va aussi? Il faut récupérer les enfants chez ma belle-mère. Ma belle-mère. Elle le laissait souvent les enfants, avec la mère d'Olivier, bien plus qu'avec moi. La mère d'Olivier vivait dans la même ville qu'eux, à 2 rues, et voyait ses petits-enfants presque tous les jours. J'étais heureuse si je voyais les miens 1 fois par mois. Les au revoir ont été rapides. Étienne m'a enlacé d'un bras, Sophie m'a embrassé sur la joue. Claire et Olivier ont juste hoché la tête. Et, en 1 minute, la maison était vide. Je me tenais à la fenêtre, regardant leur voiture s'éloigner, le gros SUV d'Étienne et la petite berline de Sophie. Cette maison de maître sur la rue des Ormes, à Honfleur, était autrefois bruyante, joyeuse.
Louis invitait souvent des amis, on faisait des barbecues dans le jardin, les enfants couraient avec leurs copains, jouaient à cache-cache parmi les hortensias. Maintenant, c'était silencieux, et ce silence me pesait. Dans la cuisine, j'ai commencé à ranger la table, la tarte intacte, le gratin à peine entamé, la salade presque pas touchée, tant d'efforts, tout gâché. J'enveloppais mécaniquement les restes dans du film alimentaire quand j'ai remarqué des papiers au bord de la table. Étienne avait dû les oublier. Il était toujours distrait depuis le lycée. J'ai ramassé les feuilles, voulant les ranger dans un tiroir pour les lui rendre. Mais mes yeux se sont posés sur l'adresse, mon adresse et le mot « vente ». Je me suis lentement assise et ai étalé les papiers devant moi. C'étaient les documents pour la vente de la maison. Ma maison, enfin. Elle ne m'appartenait plus vraiment. Après la mort de Louis, je l'avais cédée aux enfants, me réservant le droit d'y vivre à vie. Ça me semblait juste à l'époque. Pourquoi une veuve seule aurait-elle besoin d'une si grande maison? Tôt ou tard, les enfants l'auraient héritée. Ainsi, je leur épargnais des tracas et des taxes. Maintenant, j'avais sous les yeux des papiers montrant qu'Étienne et Sophie allaient vendre la maison. Le contrat préalable était déjà rédigé, il ne manquait que quelques formalités et ma signature pour libérer la propriété. Tout s'éclaircissait, le voyage à Annecy, dont j'avais été si habilement exclu, il prévoyait de vendre la maison pendant mon absence, puis de m'annoncer la chose faite. Où espérait-il que j'accepterais d'aller où? Une maison de retraite. Un petit appartement en banlieue. Mes mains tremblaient en parcourant les documents. Les acheteurs s'appelaient la famille Bisset, un prêt de la Banque de Normandie à Honfleur. Le prix demandé était de 450 000 €, une somme impressionnante. Mais la maison le valait. Grand terrain, 4 chambres, 2 étages, jardin bien entretenu. Louis et moi l'avions acheté il y a 40 ans, quand Étienne avait 5 ans et Sophie 3. Nous avions remboursé l'hypothèque pendant 25 ans, nous privant de beaucoup de choses. Au fond, je savais que la maison était trop grande pour moi seule, mais elle était pleine de souvenirs. C'est ici que Louis m'avait demandé en mariage, que nos enfants étaient nés, que nous fêtions chaque Noël, que j'avais tenu la main de mon mari quand il mourait d'un cancer. Comment pouvait-il décider si facilement de vendre tous ces souvenirs? J'ai pressé ma paume contre ma bouche, retenant des sanglots. Voilà pourquoi il ne voulait pas m'emmener au lac. Il complotait dans mon dos pour vendre la maison où j'avais vécu presque toute ma vie, la maison que je leur avais donnée. Croyant qu'il prendrait soin de moi dans mes vieux jours, des larmes coulaient sur mes joues. Tombant sur les papiers, je me sentais trahi, jeté comme un rien. Quand avait-il cessé de me voir comme une personne? Quand étais-je devenu un fardeau à éliminer? Je suis resté longtemps dans la cuisine, regardant les documents, essayant de rassembler mes pensées, dehors. Il faisait noir, mais je n'ai pas allumé la lumière. Dans la pénombre, je regardais les photos accrochées au mur. Notre famille à différentes époques. Visage heureux, sourire sincère. Que l'heure était-il arrivée? Quand mes enfants étaient-ils devenus ces adultes froids, calculateurs, prêts à mettre leur propre mère à la rue? Quand l'horloge a sonné minuit, j'ai essuyé mes larmes et plié les papiers soigneusement. La décision est venue naturellement, froide et claire, comme un matin d'hiver. S'il pense que je vais attendre docilement qu'il décide de mon sort, il se trompe. Céleste Moreau est peut-être vieille, mais elle n'a pas renoncé. Et si mes enfants veulent la guerre, ils l'auront. Le matin était gris. Allongé dans mon lit, je fixais le ciel plombé par la fenêtre, repassant les événements de la veille. L'acte de la maison était sur la table de chevet. Je n'arrivais pas à le ranger, comme si j'avais peur qu'il disparaisse et que je croie à un mauvais rêve. L'horloge indiquait 7h30 quand je me suis forcé à me lever. Mes vieilles articulations me faisaient mal. L'âge se faisait sentir, même si je m'efforçais de ne pas céder. Après la mort de Louis, j'avais commencé la gymnastique douce pour seniors, rejoint une piscine, surveillé mon alimentation.
Je ne voulais pas être un fardeau pour les enfants ironiques, c'est exactement ce qu'ils pensaient de moi. Au petit déjeuner, composé de pain beurré et de tisane, j'ai essayé de réfléchir à un plan. Je n'allais pas abandonner sans me battre. D'abord, consulter un avocat, heureusement. Je savais à qui m'adresser. Marcel Garnier était notre avocat de famille depuis que Louise était en vie. Il avait géré les papiers quand j'avais transféré la maison aux enfants. J'ai composé le numéro de son cabinet, gardant ma voix calme. Cabinet Garnier, comment puis-je vous aider? A répondu une jeune voix féminine. Bonjour. Céleste Moreau. J'ai besoin de voir M. Garnier pour une affaire urgente. En instant, Madame Moreau, je vérifie son agenda. Pendant que la fille feuilletait des documents, je repensais à la première fois où Louis et moi étions allés chez Marcel, c'était il y a presque 40 ans, quand nous avions acheté la maison et rédigions un testament. Marcel était alors un jeune avocat énergique, débutant sa carrière. Il devait avoir dans les 70 ans maintenant, mais il travaillait toujours. Bien qu'avec moins de clients, Madame Moreau, même, Garnier peut vous recevoir à 14 heures cet après-midi. Cela vous convient? Oui. Merci, je serai là. En raccrochant, j'ai soupiré de soulagement. Au moins, je n'aurai pas à attendre des jours. Selon les documents, les enfants prévoyaient de finaliser la vente dans 1 mois et rester quelques heures avant mon rendez-vous. Alors j'ai décidé de mettre de l'ordre dans mes papiers. 40 ans de mariage et 10 ans de veuvage avaient accumulé beaucoup de documents. Louise était toujours méticuleux pour ces choses et j'essayais de maintenir son système. Tous les documents importants étaient rangés dans le vieux secrétaire du salon. Certificat de naissance, police d'assurance, déclaration fiscale, dossiers médicaux. En fouillant, je suis tombée sur une enveloppe intitulée « Transfert de propriété maison ». À l'intérieur, les documents que Marcel et moi avions rédigés il y a 5 ans, après la mort de Louis. Je me souvenais de ce jour, gris et pluvieux, comme à aujourd'hui. Étienne et Sophie étaient assis de chaque côté de moi dans le bureau de Marcel. Pendant qu'il lisait les termes, « Ah, par conséquent, avait dit Marcel, vous, Céleste Moreau, transférez la propriété de la maison au 17, rue des Ormes, à vos enfants, Étienne Lefebvre et Sophie Dubois, en parts égales, en réservant le droit d'y résider à vie. » Je me rappelais Sophie serrant ma main et Étienne disant « Merci, maman, mais tu sais, c'est juste une formalité. La maison sera toujours à toi tant que tu vivras. » Il y a 5 ans, je croyais ces mots. Il y a 5 ans, je pensais faire ce qu'il fallait, épargnant des soucis aux enfants. Quelle naïveté! J'ai relu l'acte attentivement, cherchant une faille. Mais le jargon juridique m'était trop complexe. Je devais m'en remettre à Marcel à 13h30. J'étais prête, j'ai mis ma plus belle robe, bleu marine à motifs floraux, une veste assortie, un peu de mascara, une touche de parfum. Je voulais paraître soignée, confiante, pas une vieille dame pathétique maltraitée par ses enfants. Le bureau de Marcel, cabinet Garnier, était dans le centre de Honfleur, dans un vieux bâtiment en briques avec des colonnes. Malgré la modernisation de la ville, cette partie du centre conservait son charme historique. La réceptionniste, une jeune fille aux cheveux roux éclatants, m'a conduit dans le bureau de Marcel. La pièce n'avait pas beaucoup changé, même rideaux lourds, bureau massif en chêne, étagère remplie de livres de droit. Seul Marcel avait vieilli, cheveux grisonnants, rides plus profondes, mais ses yeux restaient vifs derrière ses lunettes. Céleste, il s'est levé pour m'accueillir, serrant ma main fermement. Ravi de vous voir, même si les circonstances ne semblent pas agréables. Bonjour, Marcel. Je me suis assise sur le siège qu'il m'offrait. Vous avez raison, c'est sérieux. Assez. J'ai sorti les papiers, trouvés la veille, et les ai posés devant lui. Mes enfants vont vendre ma maison. Enfin, elle ne m'appartient plus vraiment.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Marcel a mis ses lunettes et s'est plongé dans la lecture en tournant les pages. Ses sourcils se fronçaient et ils n'en ont pas discuté avec vous. A-t-il demandé, posant les documents. Oh, non, j'ai trouvé ces papiers par hasard. Étienne les avait laissés sur la table de la cuisinière. Il ne comptait même pas m'avertir avant le dernier moment. Pire, ils m'ont sciemment écarté. Ne m'ont pas emmené en voyage familial à Annecy, prévu justement quand ils veulent conclure la vente. Marcel a secoué la tête. C'est scandaleux. Mais malheureusement pas illégal. Ils possèdent officiellement la maison et ont le droit de la vendre. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est vous expulser. Votre droit d'y résider à vie est dans l'acte. Donc, ils peuvent vendre la maison avec moi. Ai-je grimacé amèrement? Comme un meuble inclus. Techniquement, oui, les nouveaux propriétaires seraient obligés de vous laisser vivre là jusqu'à la fin de votre vie. Mais avouez que la situation serait extrêmement gênante. J'ai hoché la tête. L'idée de vivre sous le même toit que des étrangers était insupportable. Et je doutais que les acheteurs soient ravis de partager la maison avec une vieille femme, ancienne propriétaire. Marcel, je l'ai regardé droit dans les yeux. Y a-t-il un moyen de les arrêter? Une faille dans la loi, une possibilité? Il a ôté ses lunettes et frotté l'arête de son nez. Un geste que je me rappelais quand Louis et moi venions le consulter et réfléchissait profondément. Voyons l'acte de transfert original, celui qu'on a rédigé il y a 5 ans. J'ai sorti une seconde enveloppe de mon sac et la lui ai tendue. Marcel a étudié le document longuement, prenant des notes. Enfin, il m'a regardé, une lueur de satisfaction dans les yeux. Vous savez, Céleste, même les documents les mieux rédigés ont parfois des failles. Et ici, je crois qu'on a de la chance. Je me suis penché. Que voulez-vous dire? Vous souvenez-vous quand nous rédigions ce document? Louis venait de mourir. Vous étiez en deuil. Étienne insistait pour qu'on finalise vite. Parlait d'avantages fiscaux. J'ai hoché la tête. Cette période était floue. La douleur de perdre Louis éclipsait tout. J'avais signé sans trop réfléchir, faisant confiance aux enfants et à Marcel. Eh bien, a-t-il continué? Il y a une clause dans le document incluse à l'insistance de Louise. Il avait prévu un cas comme celui-ci. Louis? J'étais surprise, mais le document a été rédigé après sa mort. Oui, mais Louis et moi en avions discuté de son vivant. Il savait qu'il allait mourir et voulait vous protéger. Il m'a demandé d'inclure une clause dans tout acte si vous cédiez la maison aux enfants. Marcel a tourné la page et pointé un paragraphe en petits caractères. Il est écrit ici que si les nouveaux propriétaires, Étienne et Sophie, tentent de vendre la propriété sans votre consentement, vous avez le droit de récupérer la pleine propriété, moyennant une compensation pour leur part à la valeur marchande au moment du transfert initial. J'ai relu le paragraphe plusieurs fois, essayant de comprendre. Donc, je peux récupérer la maison? Pas exactement. Vous pouvez la racheter, mais pas au prix actuel du marché. Au prix d'il y a 5 ans, vu l'envolée du marché immobilier à Honfleur, c'est une différence significative. Mais je n'ai pas cet argent. Ai-je secoué la tête? La pension de Louis et la mienne suffisaient à peine pour vivre. Marcel s'est adossé, tambourinant des doigts sur la table. Et si je vendais la maison moi-même, vous pourriez activer cette clause, reprendre la propriété, puis vendre à la valeur actuelle. La différence entre ce que vous payeriez aux enfants et ce que vous obtiendriez de la vente serait à vous. Je me suis figé, assimilant ces mots. Ce qu'il proposait était incroyable et parfaitement légal. Est-ce que possible? Légalement. Absolument. Ils ont violé le contrat en tentant de vendre sans votre consentement. Vous exercez juste votre droit légal. Je me souvenais que Louis disait toujours qu'il fallait envisager tous les scénarios, espérer le meilleur, mais se préparer au pire.
Il avait anticipé que les enfants pourraient me faire ça, et s'était assuré que je sois protégée. Marcel, ma voix tremblait. Êtes-vous sûr que ça marchera à 100%, hein? J'ai rédigé ce document moi-même. Il est juridiquement contraignant. Il vous faut juste de l'argent pour le paiement initial aux enfants. Avez-vous des économies? J'ai réfléchi. À la mort de Louis, il y avait son assurance vie. Pas grand-chose, mais j'en avais à peine dépensé, épargnant pour les jours difficiles. Plus les petites économies que Louis et moi avions accumulées, ça devrait suffire. Je pense que oui. Je peux trouver l'argent nécessaire. Parfait. Marcel a commencé à écrire. Je préparerai les documents nécessaires. Maïs, Céleste, il m'a regardé sérieusement. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ça pourrait ruiner votre relation avec vos enfants pour toujours. Ça. Un rire amer m'a échappé. De quelle relation parlez-vous? Marcel, ils allaient vendre la maison dans mon dos. Ils me traitent comme un fardeau à éliminer. Quelle relation y a-t-il à gâcher? Je me souvenais comment les choses avaient changé après la mort de Louise. Les premiers mois, les enfants avaient été là. Étienne aidait avec les papiers. Sophie passait souvent avec ses petits-enfants, mais peu à peu, leurs visites se raréfiaient, leurs appels devenaient plus courts. Ils ne se souvenaient de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Nous étions une vraie famille autrefois. Louis et moi avions renoncé à beaucoup pour donner à nos enfants ce dont ils avaient besoin. J'avais arrêté d'enseigner quelques années quand ils étaient petits, bien que j'aimais mon métier. Louis faisait des heures supplémentaires à l'usine pour payer les études d'Étienne. Je passais des nuits à aider Sophie avec ses devoirs de maths quand elle galérait. Maintenant que Louise était partie, c'était comme s'ils avaient oublié tout ce qu'on avait fait pour eux, comme si j'étais un rappel gênant de leur propre mortalité, un problème à résoudre. Non, non. Marcel, ai-je dit fermement, je n'ai pas peur de ruiner une relation. Elle est déjà ruinée. Maintenant, je veux prendre soin de moi, comme Louis l'aurait voulu. Marcel m'a regardé longuement, puis a hoché la tête lentement. Je comprends, et je vous aiderai. Donnez-moi quelques jours pour préparer les documents. En attendant, ne montrez rien. Laissez-les croire que leur plan fonctionne. Je suis sorti du bureau de Marcel avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maîtresse de ma vie, capable de me défendre. En rentrant, je pensais à Louis. Qu'aurait-il dit en voyant ce que nos enfants étaient devenus? Qu'aurait-il fait à ma place? La réponse m'est venue, il aurait fait pareil. Louis croyait en la justice, que chacun devait répondre de ses actes. Il n'aurait pas laissé les enfants le traiter comme un objet superflu, et il n'aurait pas voulu que je le permette. Ce soir-là, assise dans un fauteuil, avec une tasse de thé, je fixai la photo de Louis sur la cheminée. Ses yeux semblaient me regarder, pleins de soutien et d'approbation. Je vais le faire, ai-je murmuré à la photo. Je vais les obliger à me respecter, et si ça signifie vendre la maison qu'on aimait tant, eh bien, qu'il en soit ainsi. Le lendemain de mon rendez-vous avec Marcel, j'ai commencé la matinée par une action audacieuse. D'abord, j'ai appelé la Banque de Normandie pour prendre rendez-vous afin d'accéder à mes économies. Puis, j'ai listé tout ce qu'il fallait faire avant de vendre la maison. L'idée que j'allais vraiment le faire suscitait un mélange étrange de peur, d'excitation, de culpabilité et une sensation presque oubliée de liberté. J'avais besoin d'un agent immobilier, quelqu'un capable de vendre vite et discrètement. Je ne pouvais pas contacter les mêmes agents que mes enfants, trop risqué. Après une recherche sur Internet, j'ai choisi Isabelle Laurent. Son agence était spécialisée dans les ventes rapides, et les avis la décrivaient comme discrète et professionnelle. J'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Tout ce temps, j'essayais d'agir normalement, au cas où les enfants passeraient ou appelleraient. J'avais tort de m'inquiéter. Le téléphone restait muet depuis notre dernier dîner. Ils étaient trop occupés à préparer leur voyage à Annecy pour penser à leur vieille mère. Isabelle Laurent était une femme d'âge moyen, coupée, courtée,
Regarde perspicace. Elle est arrivée à l'heure pile, 10 heures, donnant l'impression d'une personne qui ne perdait pas de temps. Madame Moreau. Elle m'a serré la main fermement. Ravie de vous rencontrer. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Et je l'ai conduite dans le salon. Lui a offert du thé, qu'elle a poliment refusé, et j'ai exposé la situation sans entrer dans les détails familiaux. J'ai expliqué que je voulais vendre la maison au plus vite, de préférence avant la fin du mois, et que la transaction devait rester secrète pour mes enfants jusqu'à sa finalisation. Isabelle écoutait attentivement, prenant des notes dans un carnet. « Je comprends votre situation, Madame Moreau, a-t-elle dit quand j'ai fini. Et je peux vous aider, mais d'abord, je dois m'assurer que vous avez le droit légal de vendre cette propriété. » Chassa. J'ai sorti les documents préparés par Marcel. Une notification formelle de mon intention d'invoquer la clause de reprise de l'acte pour violation des engagements par les propriétaires actuels. Mon avocat s'est occupé des papiers, ai-je dit en les lui tendant. Techniquement, le processus de reprise est en cours. D'ici la vente, la maison sera à moi. Isabelle a étudié les documents avec une minutie professionnelle. Tout est en ordre, a-t-elle hoché la tête. Ça. Maintenant, visitons la maison et fixons un prix de départ. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir les pièces, Isabelle prenant des notes et des photos, posant des questions sur les réparations, les services publics, les voisins. Je la suivais, voyant la maison avec un regard neuf, celui d'un acheteur potentiel. Le vieux papier, peint de la chambre, que Louis et moi n'avions jamais changé, les lattes grinçantes du couloir, la fissure dans le carrelage de la cuisine. Tant de petites choses qui faisaient partie du quotidien que je ne remarquais plus. La maison est en bon état, a conclu Isabelle à la fin de l'inspection. Quelques réparations cosmétiques sont nécessaires, mais les fondations sont solides. Le toit a été refait récemment, et la plomberie fonctionne bien, vu l'emplacement et la taille. Je pense qu'on peut demander 480 000 euros. Le montant cité par Isabelle dépassait celui des papiers trouvés chez les enfants. Apparemment, il comptait vendre en dessous de la valeur marchande, juste pour s'en débarrasser, me débarrasser. Ah, ça me va. Ai-je hoché la tête? À quelle vitesse pensez-vous trouver un acheteur? Dans les conditions actuelles du marché, avec le bon prix, très vite. Je suggère d'éviter les visites publiques pour ne pas attirer l'attention. Je présenterai à quelques clients fiables qui cherchent ce type de propriété et peuvent agir rapidement. D'accord. Nous avons convenu des étapes suivantes. Isabelle devait préparer les documents de vente, prendre des photos professionnelles, rédiger une description de la maison. Oui. Je devais ranger, retirer les objets superflus, rafraîchir l'intérieur, préparer pour les visites. Dès qu'Isabelle est partie, je me suis mise au travail. J'ai commencé par le grenier, où je stockais les vieilles affaires, jouets des enfants, décorations de Noël, boîtes d'albums photos. Chaque objet ravivait un souvenir. Chaque objet exigeait une décision. Garder, jeteur, donner, les dessins d'enfance d'Étienne et Sophie, leurs cahiers d'école, leur première création. Je les avais conservés pour eux, pensant qu'un jour, ils voudraient montrer à leurs enfants leur jeunesse. Maintenant, je réalisais qu'ils n'en voulaient pas. J'ai décidé de garder les photos. Elles prenaient peu de place. Le reste devait être trié sans pitié, en triante. Je suis tombée sur une vieille boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Elle contenait les lettres de Louis, celles qu'il m'écrivait lors de ses déplacements professionnels. Je les ai relues, les larmes aux yeux, me remémorant nos jeunes années, sa tendresse, son attention, dans une lettre, datée 1 an avant sa mort. Il écrivait « Céleste, tu as toujours rêvé de voir l'Italie. Je te promets que quand je serai à la retraite, on ira, imagine, dans un petit café en Toscane, buvant 2 vins, regardant les collines, toi avec un carnet à croquis, moi avec un livre, sans souci, juste nous deux. Nous n'y sommes jamais allés.
La maladie de Louis a coupé court à tous les plans. Après sa mort, je n'avais même pas pensé à voyager. Ça semblait mal de poursuivre nos rêves communs sans lui. Mais, en tenant sa lettre, j'ai soudain réalisé où je voulais aller quand tout serait fini. L'Italie. J'irai en Italie, pour moi et pour Louis. Cette pensée m'a donné force et détermination. Les 3 jours suivants, j'ai préparé la maison fiévreusement pour la vente. J'ai jeté de vieux vêtements, vidé les placards, lavé les fenêtres jusqu'à ce qu'elles brillent, appelé un jardinier pour rafraîchir le jardin, acheté de nouvelles serviettes pour la salle de bain, des fleurs fraîches pour le salon. Isabelle a amené son premier acheteur potentiel 5 jours après notre rencontre. C'était un jeune couple avec un enfant. Ils cherchaient leur première maison familiale et ont adoré le grand jardin et la cuisine spacieuse. Mais le prix les gênait. Ils n'avaient pas assez d'économie. Le deuxième acheteur, un célibataire fortuné, a fait une offre, mais trop basse, 50 000 € en dessous du prix demandé. J'ai refusé, bien qu'Isabelle m'ait conseillé d'y réfléchir. Le marché est imprévisible, m'a-t-elle averti. Là, vous avez une offre concrète, même si elle n'est pas idéale, demain, elle pourrait ne plus être là. Mais j'étais inflexible. Quelque chose me disait d'attendre. Et j'avais raison. Une semaine après le début des visites, Isabelle a amené Madame Elisabeth Fournier, une femme élégante d'une 50aine d'années. Je suis récemment divorcée, a-t-elle expliqué en parcourant la maison. Mes enfants sont grands et partis. Je veux commencer une nouvelle vie dans une nouvelle maison, sans les souvenirs de mon ex-mari. J'ai hoché la tête, la comprenant mieux qu'elle ne le savait. Madame Fournier a examiné chaque pièce avec soin, posant des questions sur les voisins. La vie est ici. J'ai répondu honnêtement, exposant les avantages et inconvénients. J'aime cette maison, a-t-elle dit à la fin de la visite. Elle est chaleureuse. On sent qu'une famille heureuse y a vécu. Je n'ai pas corrigé que la famille n'était plus heureuse depuis longtemps. Je l'ai remerciée pour le compliment. Le lendemain, Isabelle a appelé avec la nouvelle. Madame Fournier offrait le prix demandé et était prête à conclure rapidement. Sa seule condition était d'emménager au plus vite. « Ah, c'est parfait !» a dit Isabelle. Elle n'a besoin d'aucune réparation ou concession, et elle peut verser un acompte cette semaine. J'ai accepté, et le processus s'est déroulé à une vitesse incroyable. Marcel a préparé les documents pour rétablir ma propriété de la maison. J'ai payé aux enfants leur part au prix d'il y a 5 ans, comme stipulé dans l'acte. J'ai viré l'argent sur leur compte. Intitulé « Reprise de propriété ». Ils n'ont rien remarqué. Trop occupés par leur voyage à Annecy, Étienne postait des photos sur les réseaux sociaux, visagé heureux, barbecue au bord du lac, enfants jouant dans l'eau. Sophie appelait 1 fois par jour pour vérifier si j'allais bien, mais les conversations étaient courtes, mécaniques. « Comment vas-tu, maman ?» demandait-elle. « Tout va bien, ma chérie, profitez de vos vacances. » Répondais-je, regardant les documents de vente étalés sur la table. « Bon, on rentre dimanche soir. Peut-être qu'on passera lundi, » disait-elle. Et je sentais l'impatience dans sa voix de finir la conversation. « Bien sûr, avec plaisir, » répondais-je, sachant que je ne serais plus là lundi. La transaction avec Madame Fournier a été conclue le vendredi. 2 jours avant le retour des enfants, j'ai reçu un chèque de 80 000 €, dont j'avais déduit la somme payée aux enfants et la commission d'Isabelle. L'argent restant suffisait largement pour mes plans. Le soir après la signature, je me suis assise dans le salon, entourée de boîtes, des affaires que j'avais décidé d'emporter. C'était étrange de regarder la maison, sachant qu'elle n'était plus mienne. Les murs, témoins de tant d'événements, appartenaient désormais à une autre personne. J'ai parcouru les pièces, disant adieu à chacune. La chambre d'enfance d'Étienne, où il passait des heures à construire des maquettes, rêvant d'être ingénieur. Celle de Sophie, où nous cousions des robes pour ses poupées. Notre chambre avec Louis, où nous chuchotions la nuit, partageant rêves,
et peur. J'ai laissé une part de moi dans chaque pièce, mais en même temps, le poids des souvenirs, des obligations, des espoirs non réalisés s'est envolé. Il était temps d'avancer. Le samedi matin, une camionnette est arrivée pour transporter mes affaires. Je n'ai pris que l'essentiel. Vêtements, livres, quelques souvenirs, photos. Le reste, je l'ai vendu ou donné à des associations caritatives. Madame Fournier devait emménager lundi. J'avais le temps de libérer la maison et de m'installer dans un appartement temporaire, un petit logement loué pour 1 mois en centre-ville de Honfleur. De là, je prévoyais de partir pour l'Italie dès que j'obtiendrai mon visa et mes billets. En quittant la maison pour la dernière fois, je n'ai ressenti aucun regret, seulement du soulagement et une étrange anticipation. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement libre, sans obligation, sans attente, juste moi et mes désirs. Dans l'appartement loué en centre-ville de Honfleur, j'avais apporté le minimum. Je n'avais pas décidé où vivre à mon retour d'Italie, et je ne voulais pas m'encombrer de bagages. L'appartement était petit, mais cosy. Une chambre, un salon avec cuisine, un minuscule balcon donnant sur le parc municipal, tout ce dont j'avais besoin pour un abri temporaire. En rangeant mes affaires, accrochant mes vêtements dans l'armoire, je me sentais fatigué, plus émotionnellement que physiquement. Ces dernières semaines avaient été remplies de stress, de doutes, de peur. Mais maintenant que tout était résolu, je ressentais un calme profond. J'ai préparé du thé et suis sorti sur le balcon. Le soir tombait, les lumières du parc s'allumaient, des gens promenaient leurs chiens, des couples se tenaient de la main, des enfants jouaient dans les derniers rayons du soleil, l'idylle d'un samedi ordinaire. Demain, mes enfants rentreraient d'Annecy et découvriraient que leur plan avait échoué. Ils seraient furieux, essaieraient peut-être de contester la vente. Mais Marcel m'avait assuré que tout était juridiquement irréprochable. Il ne pouvait rien faire. Il pourrait ne jamais me pardonner. Cette pensée était douloureuse, mais moins qu'avant. J'avais tout fait pour eux, donné les meilleures années de ma vie. Maintenant, il était temps de penser à moi. J'ai sorti de mon sac la brochure d'une agence de voyage récupérée quelques jours plus tôt. L'Italie magique, titrait-elle. Sur la couverture, en Bonheur, des vues de Florence, Venise, Rome, la côte amalfitaine. Tant d'endroits dont j'avais rêvé avec Louis. J'y vais pour nous deux. Chérie, ai-je murmuré, levant les yeux vers le ciel étoilé. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai senti la brise chaude du soir caresser mon visage, comme une réponse de Louis. L'avion a atterri à l'aéroport de Fiumicino tôt le matin, après 12 heures de vol, d'abord à Paris, puis un transatlantique. J'étais épuisée mais pleine d'anticipation. L'Italie, le pays dont Louis et moi avions tant rêvé, s'étendait enfin sous mes pieds. Le soleil se levait à l'horizon, colorante, le ciel de rose tendre et d'or. Quand je suis sortie du terminal, l'air était doux, avec une légère odeur de mer et de fleurs. J'ai inspiré profondément, réalisant que j'étais vraiment là, à 72 ans. J'avais enfin décidé de faire le voyage dont j'avais rêvé si longtemps. Ce voyage en Italie n'était pas spontané. Je l'avais planifié pendant des semaines, étudiant des guides, réservant des hôtels, traçant un itinéraire. Je ne voulais pas dépendre de groupes touristiques avec leurs horaires stricts et leurs bus bondés. J'ai choisi de voyager seul, 2 semaines à Rome, puis un train pour Florence. Et de là, un petit village en Toscane, où j'avais réservé une chambre dans une maison d'hôte familiale pour 1 mois. Rome m'a accueilli avec son agitation, sa grandeur, ses ruines antiques juxtaposées aux bâtiments modernes. Mon hôtel était dans le vieux quartier, près de la Piazza Navona. La chambre était petite, mais cosy, avec un balcon donnant sur une ruelle où, le matin, les habitants étendaient leur linge entre les maisons, et le soir, des arômes de cuisine maison et des bribes de conversation en italien flottaient par les fenêtres ouvertes. Les premiers jours, j'étais une touriste classique, visites,
Photos du Colisée et du Forum romain. Une pièce jetée dans la fontaine de Trévis, avec un vœu, mais peu à peu, mon rythme a ralenti. J'ai commencé à remarquer des détails qui échappent à ceux qui se hâtent de cocher leur programme touristique. Les motifs des vieilles portes, un chat somnolent sur un rebord, le sourire de la vendeuse dans la petite boulangerie où j'achetais une ciabatta fraîche chaque matin, le 5e jour à Rome. J'ai reçu le premier appel d'Étienne. Je m'y attendais. Lui et Sophie devaient être rentrés d'Annecy et avoir trouvé mon mot. « Maman », sa voix mêlait colère et confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Bon sang. On est rentré et la maison est vide. Et une femme dit qu'elle l'a achetée. J'étais dans un petit café sur une place, sirotant une espresso, quand le téléphone a sonné. Autour de moi, des touristes photographiaient la fontaine, des artistes de rue peignaient des portraits, des serveurs slalomaient entre les tables. « Bonjour, Étienne », ai-je répondu calmement. J'ai laissé une lettre d'explication. Tu ne l'as pas trouvée? Si, sa voix vibrait d'indignation. Une histoire de reprise. Maman, qu'est-ce qui t'a pris? Comment as-tu pu vendre la maison sans nous consulter? Comme vous alliez le faire sans me consulter. Ma voix restait stable, bien que mon cœur battait plus vite. Les papiers de vente que tu as laissés sur la table de la cuisine, tu te souviens? Mais ça. Un silence. Puis Étienne a repris d'un ton différent. Maman, écoute, on ne voulait pas t'inquiéter. On pensait que tu serais mieux dans un endroit plus petit, plus près de nous, sans escalier. Tu vois? Je vois. Ai-je hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Vous vouliez vous débarrasser de la vieille maison et de la vieille mère d'un coup. Très pratique. Non, ce n'était pas ça. Sa voix semblait presque implorante. On s'inquiétait pour toi. Cette maison demande beaucoup d'entretien. Où penses-tu que je suis maintenant? L'ai-je interrompu. Tu as remarqué que je ne suis pas chez moi, que je ne réponds pas au téléphone fixe. Oui, on commençait à s'inquiéter. Sophie a appelé tes amis du cercle de lecture, mais elles ne savent rien. Je suis en Italie. Étienne, réalisant un rêve dont ton père et moi parlions depuis des années. L'Italie. Sa voix est montée dans les aigus. Seul, à ton âge. J'ai 72 ans, passe 97. Ai-je dit sèchement. Et oui, je me débrouille très bien. Cette semaine, j'ai visité le Vatican, gravi le dôme de Saint-Pierre, marché sur la voie appienne, et appris à commander à manger en italien. Étienne a pris une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. D'accord. Maman, je suis content que tu profites du voyage. Mais il faut qu'on parle sérieusement de la maison. Tu ne peux pas la vendre comme ça? On y a aussi investi de l'argent. Vous avez eu votre part. Ai-je dit. Vérifiez vos comptes bancaires. Je vous ai transféré la valeur de la maison au moment du transfert, comme stipulé dans le contrat. Tout est légal. Étienne, demande à Marcel si tu ne me crois pas. Sam. Marcel, notre avocat de famille, était impliqué. Vive, il faisait son travail. Maintenant, si tu veux bien, j'ai des billets pour la galerie Borghese. Embrasse Claire et les enfants. J'ai raccroché, ressentant un mélange étrange de culpabilité et de satisfaction. Une part de moi, la mère, souffrait d'avoir blessé mes enfants, mais l'autre, la femme que j'avais presque oubliée à force de m'occuper des autres, jubilait de la liberté retrouvée. Mon voyage a continué. Après 2 semaines à Rome, je suis parti pour Florence, la ville de l'art et de la Renaissance. J'y ai passé des heures à la Galerie des Offices, contemplant les œuvres des grands maîtres. Je me suis arrêté devant la naissance de Vénus de Botticelli, plongé dans les yeux de la Joconde dans l'autoportrait de Léonard, flâné sur le pont Ponte Vecchio au coucher du soleil, quand la lumière dorée se reflétait dans les eaux de l'Arno
C'est à Florence que Sophie m'a appelé, contrairement à Étienne. Elle n'a pas crié ni accusé, sa voix était douce, teintée de ressentiment et de confusion. « Maman, a-t-elle dit après les salutations, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi as-tu juste disparu ?» J'étais sur la terrasse de mon hôtel, regardant le crépuscule tomber sur la ville. Le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore se détachait sur le ciel sombre. Vous m'avez parlé quand vous avez décidé de vendre la maison. J'ai demandé gentiment. Vous m'avez consulté avant de m'exclure du voyage familial. Ça, c'est différent, a objecté Sophie. On voulait ce qu'il y a de mieux pour nous. La maison demandait beaucoup d'entretien. Et tu vieillis. Oui, Sophie, je vieillis. Ai-je complété pour elle? Mais je ne suis ni impotente ni sénile. Je suis encore capable de décider de ma vie. Ça, mais ça. On sait, elle semblait pleine de remords. Mais ça n'excuse pas ce que tu as fait, vendre la maison où on a grandi sans un mot. La maison que vous alliez vendre sans que je le sache. Lui ai-je rappelé. Sophie, soyons honnêtes, vous et Étienne avez cessé de me voir comme une personne avec mes propres désirs et rêves depuis longtemps. Pour vous, je suis devenu un fardeau à gérer, avec le moins de temps et d'efforts possible. Ce n'est pas vrai, s'est-elle exclamée, mais sans conviction. Non, quand m'as-tu demandé pour la dernière fois ce que je voulais? Quand m'as-tu interrogé sur mes projets, mes rêves, mes peurs? Quand m'as-tu invité juste pour le plaisir, pas parce que tu avais besoin d'une baby-sitter gratuite pour les jumeaux? Un silence s'est installé. J'entendais la respiration lourde de Sophie, l'imaginant serrer le téléphone, cherchant des justifications. On t'aime. Maman, a-t-elle dit enfin? On a juste nos propres familles, nos soucis. C'est dur à comprendre pour toi. Non, Sophie, l'ai-je interrompu doucement. Ce n'est pas dur à comprendre. J'ai été une jeune mère avec 2 enfants. Un travail, un mari malade. Je sais ce que c'est d'être à court de temps et d'énergie, mais je n'ai jamais oublié que mes parents étaient aussi des êtres humains, avec leurs propres sentiments. Sophie a sangloté. Alors, quoi maintenant? Tu vas rester en Italie pour toujours. On ne se verra plus. Agnès. Bien sûr que non. L'ai-je rassuré? Je rentrerai dans quelques mois, mais pas à Honfleur. Je pense m'installer sur la côte. J'ai toujours voulu vivre près de la mer. Aide-nous. Les petits enfants. Il y avait de la panique dans sa voix. Il te manque un. J'ai soupiré. Sophie savait toujours viser mes points faibles. L'idée de ne pas voir mes petits-enfants grandir était douloureuse. Mais je me rappelais combien je les voyais rarement ces dernières années. Combien Sophie et Étienne trouvaient des excuses pour ne pas les amener. Vous pourrez toujours venir me voir, ai-je dit, et je viendrai vous voir. Mais à mes conditions, Sophie. Plus de manipulation, plus de décisions dans mon dos. La conversation avec Sophie m'a laissé un goût amer. Toute la nuit, je repensais si j'avais été trop dure. Peut-être s'inquiétaient-ils vraiment pour moi, peut-être avais-je mal interprété leurs intentions, mais je me souvenais des papiers de vente sur la table, de leur refus de m'emmener à Annecy, prétextant un manque de place, de la manière dont ils m'avaient peu à peu écarté de leur vie, ne se souvenant de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Non, j'avais fait ce qu'il fallait. Il était temps de vivre pour moi. De Florence, je suis partie en Toscane, dans le petit village de Montepulciano, célèbre pour ses vignobles et son architecture ancienne. J'avais réservé une chambre à la maison d'hôte Casa Beatrice, tenue par une veuve, Madame Béatrice Lemoine. Une Anglaise mariée à un Italien est restée ici après sa mort. Béatrice m'a accueillie à la gare. Une femme petite, cheveux gris courts, yeux bruns vifs. Elle avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus. Madame Moreau, s'est-elle exclamée en me voyant. Bienvenue à Montepulciano. Comment était votre voyage? Bien, merci. Ai-je souri, serrant sa main. Et appelez-moi Céleste.
S'il vous plaît? Alors, appelez-moi Béatrice. Elle a pris une de mes valises. Venez, ma maison n'est pas loin. Si vous n'êtes pas trop fatigué, on peut marcher. Je vous montrerai le village. Ça. Nous avons traversé des ruelles étroites, montant la colline. Béatrice désignait les vieux bâtiments, racontait leur histoire, saluait les habitants, qui répondaient avec amabilité. Malgré son statut d'étrangère, elle semblait connue et respectée. Casa Béatrice était une vieille maison en pierre avec une cour où poussaient des citronniers et des pots en terre cuite et où s'enroulaient des vignes. Ma chambre était au 2e étage. Avec des fenêtres sur la vallée, la vue était époustouflante. Collines vallonnées couvertes de vignobles, oliveraillés, tour d'un village voisin au loin. J'espère que vous serez à l'aise, a dit Béatrice en me montrant la chambre. Le petit déjeuner est servi de 7 à 10 heures sur la terrasse s'il fait beau, ou dans la salle à manger. S'il fait frais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vis au rez-de-chaussée. Il y avait d'autres hôtes, un couple âgé du Canada, un jeune artiste suédois, un professeur d'histoire britannique, venu étudier les antiquités étrusques. Le soir, nous nous réunissions souvent sur la terrasse, buvant du vin local, partageant nos voyages et expériences. Béatrice n'était pas seulement une hôte, mais une excellente guide. Elle connaissait la Toscane comme sa poche et m'a montré des lieux absents, des guides touristiques, petites églises de village, avec des fresques magnifiques, vignobles cachés où l'on goûtait le vin directement des barriques, sourcées chaudes connues des seuls locaux. Les jours se fondaient en un seul, calmes, rythmés, plein de nouvelles impressions. J'ai appris à cuisiner des pâtes italiennes sous la direction de Béatrice, repris le croquis de paysage, un loisir abandonné quand les enfants étaient nés. J'ai acheté un chapeau de paille à large bord et une robe en lin chez une couturière locale. Les appels des enfants se raréfiaient. Étienne a rappelé, plus calmement. Il disait avoir consulté un autre avocat avec Sophie et réalisé qu'il ne pouvait contester la vente. « Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, » a-t-il ajouté. « Tu aurais au moins pu en discuter avec nous. Comme vous avez discuté avec moi de la vente et des projets, de m'envoyer en maison de retraite. » Aïe, j'ai demandé. « On n'a jamais prévu de t'envoyer en maison de retraite. » S'est-il indigné. C'était juste des options que vous discutiez dans mon dos. Étienne a soupiré. « D'accord. Maman, on a peut-être mal agi, mais tu n'es pas mieux. Disparaître sans prévenir. Partir dans un autre pays. J'ai laissé une lettre. Lui ai-je rappelé? Et je n'ai pas disparu. Je voyage. Quand rentres-tu? Il semblait fatigué. Dans 1 ou 2 mois. Je n'ai pas décidé. Où vivras-tu? Tu n'as plus de maison. J'ai l'argent de la vente. Ai-je dit? Je trouverai un endroit où vivre. Après cette conversation, je suis resté longtemps sur la terrasse, réfléchissant à l'avenir. Où vivre à mon retour? Louer un appartement? Acheter une petite maison? Déménager dans une autre ville? Des questions à résoudre. Mais pas maintenant. Pour l'instant, je voulais savourer l'instant. Un soir, alors que Béatrice et moi sirocions du limoncello après le dîner sur la terrasse, elle m'a interrogé sur mes projets. Vous avez réservé pour 1 mois? Céleste. Ensuite, retour en France. J'ai regardé le ciel étoilé, réfléchissant. Je suppose, mais parfois, je me demande ce qui se passerait si je restais ici. Béatrice a souri. Beaucoup le pensent en venant en Toscane. Il y a une atmosphère spéciale ici. Le temps semble ralentir. La vie devient plus simple, plus claire. Mais vous êtes resté. Qu'est-ce qui vous a retenu? Elle tournait son verre pensivement. D'abord, l'amour. J'ai épousé Marco, mon local, puis, quand il est mort, j'ai pensé rentrer en Angleterre, mais j'ai réalisé qu'ici, je me suis trouvé ma place dans le monde. Et votre pays, votre famille, ne vous manquent pas.
Parfois, a-t-elle admis, mon fils vit à Londres avec sa femme et ses enfants. Je leur rends visite 2 fois par an. Ils viennent l'été, mais ma vie est ici maintenant. Cesse-moi fait réfléchir. Pourrais-je commencer une nouvelle vie dans un pays étranger, laisser tout ce qui m'est familier? C'était à la fois intimidant et excitant. Le lendemain, j'ai reçu un SMS inattendu d'Étienne. « Maman, Sophie et moi arrivons en Italie mardi prochain. On veut te rendre visite. Envoie l'adresse exacte. » Le message m'a surprise. Étienne, qui m'avait à peine parlé ces mois-ci, décidait soudain de venir, avec Sophie, sans les enfants. Ça semblait étrange, un peu inquiétant. J'ai répondu en envoyant l'adresse et des instructions pour venir de l'aéroport. Une voix intérieure me disait que leur visite n'était pas juste pour me voir, mais j'ai décidé de leur donner une chance. Le jour dit, j'ai passé la matinée à préparer leur arrivée. J'ai cuisiné des pâtes aux fruits de mer, apprisé auprès des pêcheurs locaux, préparé une tarte au citron, acheté une bouteille de bon vin local. Je voulais que tout soit parfait, même si je n'étais pas sûr de l'issue de cette rencontre. Ils sont arrivés en fin d'après-midi. Dans une voiture de location, je les ai accueillis dans l'allée. Étienne, grande, un peu en surpoids, en costume inadapté au climat, et Sophie, peule, cerne sous les yeux, lèvres pincées. « Maman, Étienne m'a enlacé maladroitement. Tu as bonne mine, bronzée. » Sophie a ajouté, m'enlaçant aussi. « Et tu as maigri? » Régime méditerranéen et beaucoup de marche. Et je souris. Entrez. J'ai préparé le dîner. Ils sont entrés, regardant autour d'eux avec une surprise mal dissimulée, s'attendant peut-être à quelque chose de plus modeste ou de plus luxueux. Qu'à ça, Béatrice n'était ni l'un ni l'autre. Juste une maison cosy avec du caractère. « C'est joli, » a dit Étienne, choisissant ses mots. « Mais un peu isolé. » « Non. »« J'aime l'intimité. » ai-je répondu, les conduisant sur la terrasse, où la table était dressée. Quand je veux voir du monde, je descends en ville. Ça, Zeul, a demandé Sophie, inquiète. Sur cette route, ça semble dangereux. Je conduis bien, Sophie, ai-je dit calmement. Je l'ai toujours fait. Si tu te souviens, ton père préférait prendre le volant. Mais nous nous sommes assis et j'ai versé le vin. Le soleil commençait à descendre, colorant la mer en orange rose. En basse, dans la baie, les bateaux de pêche rentraient à nos retrouvailles. Ai-je levé mon verre? Ils ont trinqué en silence. Et j'ai remarqué leur regard complice, un échange rapide, signifiant un plan préparé. Eh bien, j'étais prête à entendre ce qu'ils avaient à dire. La première partie du dîner s'est passée à parler de choses neutres. La météo, leur vol, les petits-enfants laissés avec la nounou. Étienne a parlé de sa promotion, Sophie des progrès scolaires des jumeaux. J'écoutais, hochais la tête, posais des questions, mais la tension était palpable. Enfin, en servant le dessert, une tarte au citron avec une glace maison, Étienne s'est raclé la gorge, prenant un air sérieux. « Maman, on est là pour parler de choses sérieuses, de ton avenir. » Et j'ai attendu en silence, coupant une part de tarte. Sophie et moi y avons beaucoup réfléchi. A-t-il continué? Et on pense qu'il vaut mieux que tu rentres en France. Cette expérience de vivre en Italie est intéressante, mais pas très pratique. Tu ne connais pas la langue, les coutumes, les lois. Et si tu tombes malade, qui s'occupera de toi? J'apprends l'italien, ai-je répondu calmement. Et j'ai une bonne assurance santé. Ce n'est pas seulement ça, a interrompu Sophie. Si on a besoin de toi. Maman, les enfants ont besoin d'une grand-mère près d'eux, pas de l'autre côté de l'océan. Je les regardais, cherchant la sincérité derrière ces mots. Pensait-elle vraiment qu'ils avaient besoin de moi après tout ce qui s'était passé? Et puis, il y a la question financière, a continué Étienne, allant au cœur du sujet. Tu as dépensé l'argent de la famille
pour cette maison, argent censé assurer tes vieux jours et, plus tard, aider les petits-enfants avec leurs études. Voilà, l'argent. Tout tournait autour de l'argent de la vente. Ça, c'est mon argent. Étienne, ai-je dit fermement. Je l'ai obtenu de la vente d'une maison qui m'appartenait. Vous avez eu votre part légale. Mais la valeur marchande était plus élevée, a-t-il objecté. Tu as profité d'une faille dans le contrat. Une faille prévue par ton père. L'ai-je interrompu? Il savait que ça pouvait arriver. Il voulait me protéger de mes propres enfants. Bien. Sophie a grimacé amèrement. Que pensait-il de nous pour envisager ça? J'ai soupiré. Il était réaliste. Et comme tu vois, avec raison, une longue silence s'est installée. Le soleil frôlait l'horizon, projetant une lumière dorée sur la terrasse. Au loin, les cris des mouettes et le bruit du ressac. Écoute, maman. Étienne a adopté un ton conciliant. On ne veut pas se disputer. On veut que tu reviennes auprès de ta famille. On peut oublier ce qui s'est passé et repartir de zéro. Ça m'est oublié. Ai-je secoué la tête? Étienne, certaines choses ne s'oublient pas. On peut pardonner, et je vous pardonne. Mais oublier? Non. Que veux-tu dire? Sophie a froncé les sourcils. Je veux dire que je ne retourne pas à Honfleur. Ai-je dit fermement. Ma vie est ici maintenant. J'ai trouvé un endroit où je suis heureuse, et je ne vais pas y renoncer. Mais l'argent, a repris Étienne. L'argent est à moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et je l'ai dépensé comme je l'entendais, pour ma vie, mon rêve. Pour la première fois depuis des années, j'ai pensé à moi. Et tu sais quoi? Ça fait un bien fou. Étienne s'est emporté. Ah. Donc, tu nous abandonnes. Après tout ce qu'on a fait pour toi? Qu'avez-vous fait pour moi, Étienne? Aïgé demandait doucement. Que chinde m'as-tu appelé juste pour savoir comment j'allais? Quand as-tu amené les enfants pour le plaisir? Pas parce que tu avais besoin d'une baby-sitter gratuite. Quand as-tu pensé que je n'étais pas juste ta mère, mais une personne avec ses désirs et ses rêves? Il s'est tu, évitant mon regard. Vous avez cessé de me voir comme une personne. Ai-je continué? Si, pour vous, je suis devenu un problème à résoudre, un fardeau à éliminer. Et quand je décide enfin de vivre pour moi, vous m'en voulez d'avoir pris ce qui vous revenait de droit. On t'aime, maman, a dit Sophie doucement, des larmes brillant dans ses yeux. On veut juste que tu sois là pour nous. Je sais qu'au fond, vous m'aimez vraiment. Aïe, adouci, et je vous aime, quoi qu'il arrive. Mais ça ne veut pas dire que je dois sacrifier mon bonheur pour votre commodité. Miss, le soleil a disparu, laissant un éclat rose à l'horizon. Il faisait plus frais sur la terrasse, et je me suis levée pour chercher des châles. Je ne retourne pas en France, ai-je dit, drapant un châle sur les épaules de Sophie. Du moins, pas pour de bon. Je viendrai en visite, passer du temps avec mes petits-enfants, mais ma vie est ici maintenant. Et l'argent, a insisté Étienne. L'argent sera à moi tant que je vivrai. Ai-je dit fermement. Après ma mort, ce qui restera sera partagé entre vous et vos enfants. J'ai déjà fait un testament. Si. Étienne a ouvert la bouche pour répondre, mais Sophie a posé une main sur son épaule, l'arrêtant. D'accord, maman, on comprend. Ou du moins, on essaye. Dans ses yeux, un mélange de douleur, d'incompréhension, mais aussi une lueur de prise de conscience. Peut-être commençait-elle à réaliser que j'avais droit à ma propre vie, que la maternité n'était pas un renoncement total. Le reste de la soirée s'est passé dans des tentatives maladroites de maintenir la conversation. Étienne restait boudeur. Lançant des regards blessés, Sophie essayait d'être plus amicale, posant des questions sur ma vie ici. Mes voisins, mes projets, j'ai répondu sincèrement, espérant qu'elle, au moins, accepterait mes choix. Quand il fut temps de se dire au revoir, il logeait dans un hôtel d'une ville voisine et repartait, le lendemain,
Je les ai enlacés tous les deux. Je vous aime. Ai-je dit, les regardant dans les yeux. Vous êtes mes enfants. Rien ne changera ça. Mais j'espère que vous apprendrez à respecter mes choix, comme j'ai toujours respecté les vôtres. Étienne a hoché la tête, évitant toujours mon regard. Sophie m'a serré plus fort. Je vais essayer, maman, vraiment. Quand leur voiture a tourné au coin, je suis retournée sur la terrasse. La nuit était tombée, les étoiles brillaient, claires, comme loin des lumières de la ville. La mer en bas murmurait doucement, les vagues léchant les rochers. Je me suis assise dans un fauteuil en osier, m'enveloppant dans un châle, et j'ai levé les yeux vers le ciel. Un étrange sentiment m'envahissait, un mélange de tristesse et de soulagement, de regret et de contentement. Je réalisais que ma relation avec mes enfants ne serait plus jamais la même. Trop de choses avaient été dites, trop d'actes posés, mais peut-être, avec le temps, trouverions-nous une nouvelle façon d'être une famille d'adultes respectant les choix des autres. En attendant, j'avais ma casa Béatrice, ma voix sur la mer, ma nouvelle vie, une vie que j'avais choisie pour moi, sans égard aux attentes ou exigences des autres. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre d'aimer, de rêver, de vivre la vie que je voulais. Peut-être Louise avait-il toujours su que ce jour viendrait, peut-être, en incluant cette clause dans le contrat, voulait-il non seulement me protéger de mes enfants, mais me donner une chance pour une nouvelle vie, une vie où je ne serais pas juste une mère ou une grand-mère, mais céleste, une femme avec ses propres rêves et désirs. « Merci, chérie, ai-je murmuré, regardant une étoile particulièrement brillante. « Merci pour tout,